Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci d'être à l'heure. On va laisser 1 ou 2 minutes de plus pour les personnes qui sont en cours de connexion. Et ensuite, nous démarrons très rapidement ce webinaire. Je vais commencer à introduire donc le webinaire qui va se dérouler en fait sur 2 heures, mais en laissant une grande place aux échanges en fin de webinaire. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le livret. Donc, on va avoir un petit retour sur le contexte, mais on va surtout se concentrer sur le livret, donc qui est en ligne désormais sur le site Socol. Le webinaire va se dérouler globalement en deux gros, euh, deux gros temps, et puis avant de passer aux échanges. Donc la première partie assez rapide va se concentrer sur le contexte et on va revenir sur les objectifs de ce livret en fait et de tous les travaux qui ont pu se dérouler en préalable de l'apparition du livret et puis également un contexte un peu plus global donc au niveau des enjeux du stockage par rapport aux objectifs de la filière et de ce que l'ADEME en pense. Également, ensuite, nous allons passer pour la plus grande partie euh, à la présentation du livret, rentrer plus dans les détails de ce qui a été étudié au sein de ce groupe de travail et avec les différentes typologies qui ont été retenues et les exemples qu'on a pu donc en présenter. Et puis ensuite, voilà, on élargira un petit peu le contexte pour voir comment maintenant on va pouvoir construire sur les bases de ce livret et on laissera 1 demi-heure pour les échanges. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Claire Barré, donc, qui est la référente nationale solaire thermique à l'ADEME. Oui, donc bonjour, enchantée et merci de participer à ce webinaire qui est le fruit quand même d'un travail engagé déjà il y a longtemps. Voilà, donc juste pour vous préciser que nous, ce webinaire, il s'inscrit pleinement dans la démarche ENR Choix qu'on cherche à promouvoir à l'ADEME et qui est maintenant inscrit dans toutes nos conditions d'éligibilité qui permet de travailler d'abord sur la réduction des besoins énergétiques, ensuite sur la mutualisation via les réseaux de chaleur. Ensuite, on va aller chercher la chaleur fatale disponible pour la valoriser et la récupérer pour euh, couvrir les besoins. Et ensuite, on va avoir la géothermie et le solaire thermique, qui sont des process qui ne nécessitent pas de combustion, qui n'émettent pas de poussière et qui ne font pas appel à des ressources qui sont limitées, contrairement à la biomasse qui vient juste derrière. Et puis ensuite, on a l'aérothermie et les consommations d'énergie fossile. Voilà, donc l'objectif du stockage, c'est aussi de pouvoir valoriser potentiellement plus d'énergie fatale ou plus de géothermie et de solaire thermique. Donc, on s'inscrit complètement dans cette démarche. Voilà, je passe la parole à Astrid Cordona-Mastro. Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous, ravie de voir aussi nombreux pour ce webinaire. Moi, je vais être très rapide. Voilà, je voulais juste revenir sur la réglementation qui peut encadrer le stockage de chaleur souterrain et peut-être simplement rappeler que fin 2023, le gouvernement a publié un grand plan d'action nationale
afin de favoriser le développement de la géothermie, des géothermies, on pourrait dire même en France et à l'export. Et ce plan construit en concertation avec les parties prenantes de la filière géothermie a permis d'aboutir à une 50aine d'actions, dont 27 actions jugées prioritaires. Et parmi celles-ci, il a été convenu notamment d'affiner vraiment le cadre réglementaire pour faciliter le déploiement des projets de géothermie de surface et en particulier pour faciliter et définir la notion de stockage de chaleur souterrain et surtout préciser en fait dans quelles conditions le stockage d'énergie calorifique souterrain pouvait lui aussi bénéficier du régime déclaratif de la géothermie de minime importance, ce qui peut permettre, je dirais, de faciliter les procédures, les démarches administratives et de raccourcir les délais liés à la mise en œuvre de ce type de solution. Donc simplement aujourd'hui, dire que également cette mesure, cette proposition a été reprise plus récemment avec la mission commando géothermie initiée par l'ex-premier ministre. Et si on doit parler d'avancement sur cette proposition aujourd'hui, donc il y a un groupe de travail qui rassemble les institutionnels tels que la DGPR, donc la Direction générale de prévention des risques, la DGEC, l'ADEME, le BRGM et aussi les professionnels de la filière pour cadrer ces travaux. Et on espère qu'en termes d'issue des discussions, des échanges avec tous ces acteurs, on espère aboutir à la préparation d'un décret en Conseil d'État pour définir les conditions du stockage de chaleur de minime importance avant la fin du premier trimestre 2026. Voilà, donc ce qui est plutôt un délai assez court. Voilà. Je laisse la parole donc à Edwige. Merci beaucoup. Donc, merci pour ces éléments de contexte. Et ils sont évidemment aussi très importants pour la suite de nos travaux, dont on parlera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, pour rentrer un peu plus précisément dans les travaux qui se sont déroulés au niveau de ce qui a abouti au livret qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement, comme l'a rappelé Claire, des travaux qui ont commencé depuis plusieurs mois. Ça fait près de 2 ans en fait qu'on a commencé à démarrer un groupe de travail. Et donc en 2023 déjà, on avait identifié cette thématique du stockage de chaleur euh, au niveau des divers acteurs du collectif Socol et des adhérents d'Enerplan. En effet, le solaire thermique est une technologie qui, de toute manière, inclut de fait le stockage dans sa conception, mais le stockage intersaisonnier, notamment les stockages de plus grande taille, et le stockage permettant le couplage à d'autres types d'énergie, notamment d'énergie renouvelable, n'avait pas vraiment été documenté, en tout cas pas vraiment en France. Et donc, on a vraiment ressenti la nécessité de se pencher sur ce sujet pour pouvoir faire évoluer euh, également, d'une part, des projets de plus grande taille et des projets permettant le couplage de diverses sources de chaleur et de mieux documenter également les différentes solutions afin de pouvoir mieux les connaître et pouvoir éventuellement permettre de les préconiser dans certains types de projets, puisque certains types de stockage ne sont pas encore utilisés en France, bien qu'ils soient utilisés parfois de manière assez mature et à grande échelle dans d'autres pays, notamment en Europe. Donc en 2024, on a démarré les travaux. La première partie des travaux a consisté à réaliser un inventaire des différentes formes de stockage, à voir ensuite quelles étaient
les typologies qui étaient le plus utilisées et qui étaient les mieux documentées, celles sur lesquelles on arrivait à récupérer un maximum de retours d'expérience, ce qui n'est pas toujours facile, pour pouvoir justement arriver à établir des fiches techniques et des profils qui correspondent au type de stockage qui nous intéressait. Et donc, on a dû choisir parmi les différentes typologies de stockage identifiées, celles que nous allions retenir, en tout cas à minima dans un premier temps et dans le cadre de ce premier livret, afin de pouvoir produire des éléments techniques qui soient basés sur des faits et, et des mesures. Donc, la première étape l'année dernière a été de, ensuite, une fois qu'on avait choisi cette liste de typologies, recueillir des REX, donc réaliser des fiches REX, et par rapport ensuite à ces premiers recueils d'informations, à la fois techniques et économiques, on a démarré cette année la rédaction d'un livret. Donc, les contributeurs ont fourni un certain nombre d'éléments et c'est Philippe Papillon, donc en butinant l'énergie, qui a été retenu pour rédiger le livret. Donc, on a, parmi les différentes typologies, on a également beaucoup travaillé avec la FPG sur le stockage permettant de coupler le solaire thermique et la géothermie. C'est un couplage qui nous a paru particulièrement pertinent. Donc, évidemment, Claire a rappelé que on est sur des sources d'énergie renouvelables qui sont similaires et qui sont également vraiment complémentaires. Et donc, là, ce qui va vous être présenté aujourd'hui va également permettre un focus sur la partie géothermique en particulier. Donc, ce livret est paru, il est disponible sur le site Sokol. Je pourrais vous mettre le lien dans la conversation pendant la présentation. Et donc, maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et sur les éléments techniques du livret. Donc, je laisse Philippe Papillon vous présenter les travaux. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai contribué à la rédaction de ce livret. Edwige disait que je l'avais rédigé, c'est un travail collectif, puisqu'il y a eu un groupe de travail au sein de Sokol avec les gens de la FPG également, qui a permis de produire ce document. Euh, donc, un petit peu la genèse, c'est le stockage thermique, c'est à la fois un maillon essentiel de la décarbonation, notamment pour lisser les puissances appelées, pour pallier l'intermittence des besoins ou des ressources. En général, avec l'utilisation des renouvelables ou des énergies de récupération, c'est assez indispensable, mais du fait des multiples technologies disponibles, de l'interface, de sa situation à l'interface entre les besoins de chaleur et de génération, il est souvent négligé, méconnu. C'est un peu un géant oublié. D'autant plus que les modèles économiques ne sont pas toujours simples à appréhender. Donc c'est un petit peu la base. Donc typiquement lisser les puissances, on le voit un petit peu sur ce graphique, une capacité de production en orange assez constante, une courbe de consommation en bleu. Ben, on voit les capacités à stocker, les besoins de stockage thermique qui vont être nécessaires pour justement soit limiter les puissances installées, soit récupérer au mieux des énergies de récupération. Avec le solaire thermique, notamment, on le voit manifestement avec des courbes de production qui sont centrées sur la journée
des courbes de consommation qui peuvent être avec des pointes dans la journée sur certains process industriels, par exemple, qui fonctionneront sur la journée, mais aussi des courbes de consommation qui peuvent être quasi constantes à l'échelle de la journée et des besoins de stockage qui vont être représentés par les aires orange, qui vont être différents suivant les profils de consommation. Donc on est vraiment sur un objectif du stockage d'adapter la production à la consommation, de réduire des puissances installées, de limiter le recours à des énergies fossiles, donc un objectif de décarbonation. Alors, le stockage, ben, il y a plein de facteurs clés qui vont aider à la sélection et au dimensionnement du stockage. Il y a notamment la puissance maxi lors de ces phases de charge et de décharge. Et là, on va avoir un impact direct sur le dimensionnement des échangeurs qui vont permettre de faire l'interface entre production, consommation et stockage en tant que tel. La quantité d'énergie à stocker qui va avoir un impact direct sur la taille de ce stockage. La température de stockage et de déstockage, et là, ça va être la typologie même du stockage et les matériaux qui vont être mis en œuvre avec éventuellement des impacts sur la sûreté des installations et des réglementations suivant certains niveaux de température ou suivant certaines typologies de stockage. Et puis le nombre de cycles prévisibles au cours de la durée de vie du stockage qui va directement avoir un impact sur le coût du kilowattheure stocké. Donc là, on va être en pure analyse économique. Si on a 360 cycles dans l'année, ce ne sera pas le même coût du kilowattheure stocké que si on a un seul cycle dans le cadre du stockage intersaisonnier, par exemple. Donc on a ces différents éléments là qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont vraiment être les facteurs clés de la sélection de la typologie de stockage et de son dimensionnement. Alors, les différentes technologies de stockage, il y en a énormément avec trois catégories essentielles. Tout ce qui est stockage chaleur sensible, donc soit dans du solide, soit dans du liquide. Tout ce qui va être catégorie stockage par chaleur latente, donc le changement de phase là, on est sur des technologies qui sont majoritairement au niveau de la démonstration. Et puis tout ce qu'on appelle le stockage thermochimique, le stockage chimique, où là, on est en phase recherche. Il y a des protos qui existent de petite taille, mais c'est vraiment des technologies qui sont au niveau de la recherche, donc un niveau de maturité relativement faible. Et donc, dans ce livret, on a voulu se concentrer sur les technologies les plus courantes qui sont aptes à un déploiement industriel. Donc, de fait, c'est une revue simplifiée des technologies les plus couramment rencontrées actuellement. Comme le disait Edwige, complétée par des fiches de référence. Et on a voulu rester volontairement simple dans le livret en tant que tel, mais en fournissant une bibliographie importante pour aller plus loin si le besoin s'en fait sentir au niveau des acteurs. Le livret, il est déjà conséquent, je pense qu'il fait 80 pages, quelque chose comme ça, donc il est déjà relativement conséquent. On ne voulait pas rentrer dans les détails complets parce que c'est la meilleure façon de perdre le lecteur sur l'ensemble. Une structure de ce livret qui a été pas forcément facile parce qu'il y a les différentes technologies, mais qu'on a voulu identique pour toutes les technologies adressées.
On a un volet technique, un volet réglementaire, un volet technologique, un volet gestion du stockage thermique qui est souvent léger parce que ça oblige souvent à rentrer un petit peu dans le détail, des éléments économiques, même si c'est assez imparfait, et puis derrière des projets de référence soit au niveau national, soit au niveau international. Et enfin, comme je l'évoquais, des références bibliographiques assez importantes de façon à aller plus loin. Donc voilà un petit peu la volonté qu'on a eue à tous les contributeurs dans la rédaction de ce livret, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu homogène et qu'on puisse passer d'une techno à une autre en retrouvant des éléments assez similaires. Donc justement, les technologies qu'on a retenues ce sont que du stockage par chaleur sensible, avec des stockages court terme, illustrés par les deux images du haut, en cuve d'eau sans pression et en cuve d'eau sous pression, et du stockage plus long terme, illustré par les trois dessins. Donc le stockage en fosse, qu'on appelle le Pit Thermal Energy Storage quand on utilise le vocable anglais, le PTS, en stockage en forage, borehole, et Thermal Energy Storage, et le stockage en aquifère, Aquifer Thermal Energy Storage, ATES, qui sont le vocable anglais couramment utilisé. Donc voilà, on s'est volontairement limité à ces cinq technologies-là qui permettent de couvrir la majorité des projets couramment rencontrés. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail des trois premières technos, puis après je laisserai la main à Quentin. Donc les cuves d'eau sans pression, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est courant. C'est une technologie simple qui est largement diffusée et éprouvée, notamment à l'origine dans le cas du chauffage des serres de maraîchage. L'objectif dans les serres, c'était de découpler la production de CO2 de la production de chaleur au travers de la combustion, puisque dans les serres de maraîchage, on a besoin de produire du CO2 pour alimenter les plantes. Et cette production de CO2 et la production de chaleur n'avaient pas forcément des usages au même moment. Donc, il y avait besoin de stockage d'eau. Et donc là, on est sur un média de stockage donc, qui est l'eau, des volumes qui sont de 500 à plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Comme on est sans pression, ben, on a une température maxi de stockage qui est limitée à 90-95 degrés. La température mini, on a mis 5, mais ça va dépendre de la valorisation qu'on peut avoir derrière. Et éventuellement avec une relève de température par une pompe à chaleur. Bon, il y a différentes mises en œuvre système. Et puis les plages d'énergie, un volume de 1000 mètres cubes qui va fonctionner entre 50 et 95 degrés, on va avoir 50 mégawattheures. Une pression de travail, donc, qui est la pression atmosphérique, comme on l'a évoqué, et puis des ordres de grandeur de CAPEX. Alors ça, c'est toujours délicat de donner des chiffres économiques, mais qui sont de l'ordre de 500 à 1000 euros par mètre cube pour des cuves, des petites cuves, et pouvant descendre de 250 à 500 euros par mètre cube pour des cuves de plus grand volume. Voilà un petit peu la technologie. Toujours comme on est sans pression, on a un ciel gazeux inerte, en général avec un générateur d'azote en partie supérieure, de façon à éviter les problématiques de corrosion. Et puis, on a des diffuseurs à l'intérieur de la cuve pour maintenir une bonne stratification. Un petit exemple,
le réseau de chaleur solaire à Narbonne, Narbosol, une opération réalisée par Newit, où là, on a un volume de 1000 mètres cubes qui fonctionne entre 55 et 95 degrés. Et on a une capacité de stockage de 23 mégawattheures par cycle. Et du fait des cyclages journaliers, on arrive à une énergie stockée, déstockée de l'ordre de 1400 mégawattheures par an. Maintenant, si on passe aux cuves d'eau pressurisées, là aussi, c'est une technologie qui est très répandue. Par contre, pour des volumes importants, on les rencontre relativement moins, notamment par les contraintes directives équipement sous pression, construction, l'aspect construction mécanique. Donc là, on peut être sur des plages de volume de 1 à plusieurs centaines de mètres cubes. On peut aller sur des températures maxi de stockage jusqu'à 200 degrés. Toujours des températures mini qui peuvent être de l'ordre de 5. Typiquement, la plage d'énergie, ça va être par exemple 12 mégawattheures pour un volume de 100 mètres cubes qui va fonctionner entre 50 et 150 degrés. Puisqu'on travaille à des températures qui peuvent atteindre 200 degrés, ben, comme on va vouloir rester en eau liquide, il va y avoir des pressions de travail qui peuvent être importantes, typiquement de l'ordre de 16 bars pour une température de 200 degrés. Ces constructions, directives équipements sous pression, construction mécanique, donc avec des tôles de forte épaisseur par exemple, des contrôles réglementaires à partir du moment où on est sous des équipements sous pression, vont conduire à des capex qui sont plus importants, de l'ordre de 1500 à 3000 euros par mètre cube pour des cuves de 100 mètres cubes, de 700 à 800 euros pour des cuves de 50 000 mètres cubes. Un exemple, donc la chaufferie Biomax à Grenoble, réalisée par le chauffage urbain de Grenoble. Donc il y a eu une nouvelle installation qui a été mise en œuvre il y a quelques années, une nouvelle chaufferie. Et il y a eu un stockage en eau surchauffée qui a été réalisé. On voit la photo, il y a 3 cigares installés. On n'en voit que 2 sur la photo, mais il y en a un troisième derrière. On est sur de l'eau sous pression à 22 bars. Donc, ce qui explique aussi cette forme de cigare au niveau du stockage. Un volume de 450 mètres cubes et un fonctionnement entre 145 et 175 degrés, donc des températures relativement élevées, et une capacité de 10 mégawattheures par cycle. Donc, des exemples qui existent. Donc, vous voyez, par rapport aux 1000 mètres cubes en eau à pression atmosphérique à Narbosol et le 450 ici, on est sur des volumes plus petits, notamment liés à ces aspects contraintes mécaniques. Si je passe au Peak Thermal Energy Storage, où la traduction française, ce serait un stockage d'eau en fosse. Donc là, on a affaire à des stockages de gros volumes qui ont été majoritairement développés au Danemark pour le moment, en lien avec le stockage intersaisonnier de la chaleur solaire. Donc là, on attaque des gros volumes. Typiquement, on ne va pas descendre en dessous de 15 000 mètres cubes. L'équation économique ne tiendrait pas, mais on peut monter des volumes de l'ordre de 2 millions de mètres cubes. Donc là aussi, on est sur des stockages à pression atmosphérique, donc avec des températures limitées à 90-95 degrés. Et une température mini, toujours de l'eau, on va éviter le gel, on va rester de l'ordre de 5 degrés. Donc là, on a des plages d'énergie où on peut passer à des gigawattheures, ce qui serait le cas d'un volume de 20 000 mètres cubes qui fonctionne entre 50 et 95 degrés. On est
à la pression atmosphérique et les CAPEX vont être de l'ordre de 100 euros par mètre cube pour un stockage en fosse de 10 000 mètres cubes, mais on peut descendre à 50 euros quand on va atteindre des volumes de 50 000 mètres cubes par exemple. Voici un petit peu la structure de ces stockages en fosse. Donc le principe, c'est qu'on va décaisser le terrain. La terre qu'on va excaver va servir à faire des fossés tout autour du stockage. Il va y avoir la mise en œuvre d'un liner, type liner de piscine, mais pas tout à fait le même néanmoins, plus un couvercle flottant qui va permettre d'assurer l'isolation et d'éviter les pertes thermiques, de ne pas avoir d'évaporation et aussi de gérer les eaux pluviales. À l'intérieur, on va avoir des diffuseurs, toujours cette même logique de maintenir une stratification. Généralement, il n'y a pas d'isolation sur les côtés du stockage et sur la face inférieure pour des raisons de mise en œuvre et d'économie. Donc, il y a année après année un équilibre thermique au niveau du sol autour du stockage qui va se mettre en place. Donc c'est assez largement documenté, notamment dans la tâche 55 du programme Solar Heating and Cooling de l'Agence internationale de l'énergie, où il y a eu pas mal d'éléments qui ont été évoqués, notamment sur les aspects constructifs, puisqu'il y a quand même des points clés qui sont pas triviaux et sur lesquels il y a un retour d'expérience danois dont il faut s'inspirer pour de la mise en œuvre sur notre territoire, par exemple. Sur le volet réglementaire, pour l'instant, il n'y a pas de REX en France. Il y a un projet dans le cadre d'un projet européen vers Pau, mais il n'est toujours pas construit. Néanmoins, il y a un cadrage réglementaire qui existe. On peut être dans de l'évaluation environnementale au cas par cas. Il y a une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme et il y a une déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau. Donc ça, c'est des informations qui ont été fournies par Nuit, qui est un des partenaires de ce projet européen en France. Donc j'évoquais les points de vigilance dans la conception. Ils sont assez nombreux et il faut avoir une grosse vigilance et justement s'inspirer ou connaître les retours d'expérience danois. Donc, il y a notamment l'absence d'eau souterraine qui circule à proximité du stockage, le choix et la mise en œuvre de la géomembrane. Je disais, c'est un peu comme un liner de piscine, sauf qu'on a rarement vu un liner de piscine tenir à 95 degrés. Donc, il y a eu notamment pas mal de R&D qui a été faite ces dernières années sur le développement de géomembranes qui tiennent jusqu'à 95 degrés avec une durée de vie d'une trentaine d'années. Donc, la protection de la géomembrane, la conception, la mise en œuvre du couvercle et la sélection des matériaux associés. C'est pareil, il y a eu pas mal de R&D qui ont été faites ces dernières années au Danemark et il faut tenir compte de ce retour d'expérience. La gestion des eaux de pluie et ensuite, plus sur les aspects hydrauliques, la conception et la mise en œuvre des diffuseurs. Et puis le traitement de l'eau de remplissage du stockage, notamment pour éviter des problématiques de corrosion. Un petit exemple, donc au Danemark, comme je l'évoquais, pays un petit peu pionnier sur ces stockages en fosse, Dronning Loons. Donc là, on est sur un volume de 60 000 mètres cubes avec une plage de température de 10 à 90
degrés, puisque le stockage va également servir de source froide à une pompe à chaleur à absorption. Donc, on va pouvoir prélever de la chaleur à bas niveau de température et optimiser la plage de température de fonctionnement du stockage. Une capacité de 5500 MWh par cycle et une énergie stockée, déstockée de 12 000 MWh. Donc, vous voyez, on est à 2,2 cycles par an. Par rapport à Narbosol où j'évoquais un nombre de cyclages important, on est ici à 2,2 cycles par an à peu près. Une petite photo de cette installation. Donc, c'est couplé à 37 000 mètres carrés de capteurs, 60 000 mètres cubes de stockage. Donc, on est à 1,5 mètre cube par mètre carré de stockage à peu près. Et ça fonctionne depuis 2012. Donc, c'est une installation qui est relativement ancienne déjà. Quelques photos du stockage lors de sa phase de construction. Donc, pour donner quelques chiffres, une profondeur de 16 mètres. La base de la pyramide inversée est de 26, c'est un carré de 26 mètres de côté. Et au niveau du couvercle, c'est un carré de 91 mètres de côté. Des éléments de monitoring, donc sur les années 2015, 2016, 2017. Donc ça, c'est des chiffres mesurés. On a mis les références, vous pouvez les retrouver. Donc de l'ordre de 12 000 mégawattheures stockés comme évoqué, de l'ordre de 11 000 en énergie déstockée, donc une efficacité de stockage qui est de l'ordre de 90 à 95%. Donc, on voit au fur et à mesure du temps l'efficacité de stockage qui augmente. C'est dû à la fois à la montée en température du sol, enfin à l'équilibre thermique du sol qui se met en place autour du stockage, mais on a aussi la variation d'énergie interne à l'échelle d'une année qui peut rentrer en ligne de compte. Et les températures maxi de stockage relevées de l'ordre de 85-90 degrés et de mini de l'ordre de 10 degrés. Donc une plage de température de fonctionnement assez importante et notamment le puisage de calories à bas niveau d'enthalpie. Et voilà, il me reste à laisser la place à Quentin pour évoquer les stockages géothermiques. Merci Philippe. Je vais juste un petit mot de présentation. Donc, j'ai à la fois un job chez Axanta où j'assure l'expertise sur tout ce qui est sous-sol, expert géosciences. Mais ce qui m'a amené aussi à travailler dans ce groupe de travail et à rédiger ce livret, c'est mon rôle à l'AFPG où je suis vice-président de l'AFPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, qui est donc, son titre le dit, une association qui regroupe tous les acteurs, enfin qui regroupe un grand nombre, on est 150 acteurs de la géothermie, profond, surface, bureau d'études, foreurs, intégrateurs, mainteneurs, universitaires. On est un spectre assez large et j'assure la vice-présidence de, 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 de la partie sur la géothermie de surface. On va venir un petit peu dans le détail. J'ai quelques slides pour introduire la géothermie. Je pense qu'il y a un panel ici assez large et pas forcément des connaisseurs du sous-sol. Donc, je me permets de rappeler ce que c'est en quelques slides. Pourquoi on parle de géothermie? Alors, on va se le dire là maintenant, puis après, on le mettra un petit peu entre parenthèses, mais c'est vrai qu'il fait très chaud dans le sous-sol. Le cœur de notre planète est à plus de 5000 degrés. Et effectivement, quand on pense à géothermie, on pense souvent à l'Islande, au geyser, et ainsi de suite.
Et c'est pas faux de penser à ça, parce que plus on va profond, plus on va avoir chaud. C'est ce que représentent ces graphes ici, surtout celui à droite, qui représente la température qui règne dans le sous-sol en fonction de la profondeur en kilomètres, à des endroits différents. Évidemment, vous comprenez, en fonction de si on est proche d'une faille ou d'un volcan, il va faire plus chaud plus vite. Et c'est là où vont se développer les projets de géothermie haute température plus facilement. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe tout proche de la surface, ici à gauche c'est un zoom, c'est peut-être un peu petit chez vous, mais l'échelle à gauche est maintenant en mètres et plus en kilomètres. Euh, et ce qu'on représente ici, c'est la température sur les 12 mois de l'année, de janvier à décembre. On mesure l'influence de la température de l'atmosphère sur le sous-sol et sur le proche sous-sol, qui évidemment, il y a des échanges thermiques et donc en hiver, il fait plus froid dans les premières dizaines, premiers mètres du sous-sol. Mais au bout de 5 à 8 mètres, tout ça dépend de l'amplitude des variations saisonnières, mais tout ça se réduit en une seule courbe et il va faire à partir de 5 à 8 mètres, grosso modo, la même température, quelles que soient les saisons. Et cette température, c'est en fait la moyenne de la température de l'atmosphère juste en surface de la Terre. Prenez en première approximation, les 8760 heures de l'année, un fichier météo, on en fait la moyenne et ça donne la température dans le sous-sol quand elle est plus sensible aux saisons. Et puis ensuite, ça va s'en aller, ça va augmenter doucement à ce rythme du gradient thermique moyen, ici tracé en vert sur la courbe à droite, de 3 degrés tous les 100 mètres. À chaque fois on aura avancé de 100 mètres, la température moyenne du sous-sol va augmenter de 3 degrés. Donc si on va très profond et qu'on parle en kilomètres, ben, évidemment, c'est des sujets de très haute température qu'on va, qu'on va, qu'on va toucher. Connaissant ça, donc ce gradient géothermique, on va généralement dans la profession découper les géothermies dont parlait Astrid. Et effectivement, c'est riche de plein de systèmes différents. Les géothermies en 3 niveaux. De la plus profonde ou plus chaude, vous avez compris le lien entre profondeur et température, tracé par exemple ici à droite. Si on va suffisamment profond, ou alors si on a une source suffisamment chaude proche de la surface, en tout cas si on a une source qui est suffisamment chaude, donc on va pouvoir générer l'électricité. On récupère cette eau, cette source à 150-200 degrés, on en fait de l'eau vapeur, on fait tourner on fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Et c'est le cas, donc, c'est ce qu'on appelle la géothermie électrogène. On a un exemple en France métropolitaine, en Alsace, à Soultz-sous-Forêt. On a un autre exemple en Guadeloupe, dans la ville bien nommée de Bouillante, au pied du volcan, qui produit l'électricité, une part non négligeable de l'électricité sur l'île de Guadeloupe. Et puis sinon, les projets sont plutôt à l'international, on le verra juste après. On remonte un petit peu vers la surface, l'exemple du milieu ici, quand on va, cette fois-ci, il y a des profondeurs plus raisonnables, mais pour toucher des températures entre 60 et 80 degrés Celsius, c'est ce qu'on, classiquement, généralement, c'est ce qu'on appelle la géothermie profonde, géothermie chaleur, usage direct de la chaleur, parce que cet échangeur géothermique, ce capteur dans le sous-sol, va permettre donc de remonter une eau à 80 degrés qui est extrêmement bien adaptée au réseau de chaleur urbain, au réseau de distribution de plusieurs bâtiments et remplacer une vieille installation fossile par cette source de géothermie. La région d'Île-de-France est extrêmement bien développée pour le coup, là on est très moteur là-dessus. Parce qu'on a une ressource intéressante et on a un nombre d'ouvrages, une cinquantaine de réseaux dans toute l'Île-de-France qui sont connectés à cette source entre 1800 et 2000 mètres de profondeur et qui alimentent donc tous ces réseaux de chaleur. On remonte encore vers la surface.
Là maintenant, on parle de quelques dizaines, centaines de mètres de profondeur. Il y fait pas une chaleur importante. Il y fait les 15 degrés de la température des 12 degrés moyens en surface, plus 3 degrés tous les 100 mètres. À 100 mètres, il fait une quinzaine de degrés sous nos latitudes. Et là, c'est pas de l'usage direct de la chaleur. En revanche, on peut faire de l'usage direct de la fraîcheur maintenant avec ces 15 degrés. C'est comme stocker du vin dans la cave ou aller en sous-sol ou aller visiter les châteaux de la Loire en été. On est sous l'inertie des roches qui nous tempèrent. Mais on va aussi pouvoir faire du chaud, et c'est quand même surtout pour ça qu'on l'utilise, mais alors avec une pompe à chaleur. Et c'est la pompe à chaleur qu'on va rendre très efficace en utilisant cette source de 15 degrés proche de la température de confort dans nos bâtiments et surtout très peu sensible aux variations saisonnières. Quand on a besoin de faire du chaud, c'est qu'il fait froid dehors. Et inversement, quand on a besoin de faire de la climatisation, c'est qu'il fait chaud dehors. Or, dans ce sous-sol, à une centaine de mètres de profondeur, il fait 15 degrés. Et donc, on rend cette pompe à chaleur très, très efficace. Voilà les trois niveaux de géothermie, histoire de planter le décor. Un petit point sur les disponibilités. J'en parlais très brièvement juste avant. La géothermie électrogène est donc présente plutôt là où les régions sont très propices à ça. Et donc quand il y a une zone volcanique, une zone sismique, une zone avec des failles, avec des anomalies géologiques de manière générale qui font que la chaleur remonte plus proche de la surface. Tout ce développement de ces technologies, c'est qu'un jeu technico-économique. La technique est globalement là. L'économie doit être là aussi, sinon le projet ne se développe pas malheureusement. Et donc, quand il s'agit de forêts moins profondes pour aller rechercher une ressource de chaleur, bah forcément, les ouvrages de capteurs géothermiques coûtent moins cher et l'économie du projet se développe bien mieux. Et on retrouve l'Islande, les Caraïbes, la Californie, le Chili, toute la ceinture de feu du Pacifique, qui sont le rift africain, le Kenya, la Turquie, qui sont des pays, la Nouvelle-Zélande, des pays très porteurs dans ces sujets de géothermie électrogène, donc très chaud et pour faire de l'électricité. Les zones vertes sont celles où les réseaux de chaleur urbains avec la géothermie dite chaude, où l'usage direct de la chaleur se développe bien. Et en fait, dans tout le reste du monde, partout, la géothermie de surface peut avoir son intérêt parce que c'est pas la chaleur directe du sous-sol qu'on vient chercher, mais un échange avec un gros volume de roches. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir dérouler vers le stockage juste après. Une petite slide sur comment est-ce qu'on fait pour échanger ensuite de la chaleur dans le sous-sol. Deux types de capteurs. On rentre un peu plus dans le détail, mais je vais le survoler. Mais en tout cas, il est là et on pourra y revenir plus dans le détail dans les questions tout à l'heure. Donc il faut bien extraire, il faut bien échanger avec le sous-sol du chaud, du froid. Il faut bien capter du chaud ou réinjecter du chaud. Et pour le faire, on va utiliser un fluide porteur, souvent de l'eau ou alors de l'eau glycolée, et on va utiliser de la tuyauterie dans le sous-sol. Et cette tuyauterie, ces échangeurs géothermiques, ils vont être de deux natures différentes. On va les cataloguer d'échangeurs fermés, ou alors on va parler de sondes géothermiques ici, pour aller capter une sonde comme une sonde qui capte la chaleur dans le sous-sol, ou alors des échangeurs ouverts, où on s'intéresse à la nappe phréatique qui est dans le sous-sol, à l'aquifère, à l'eau du sous-sol. Donc, le système fermé consiste en un ensemble de trous. Alors, tout ça, c'est très linéaire. Pour une petite maison, vous faites un forage, une petite école, 4-5 forages, un gros bâtiment, une dizaine, une cinquantaine, voire plus de forages. Et dans ces forages, dans ces trous, on installe un système fermé, donc un ensemble de canalisations qui vont faire circuler de l'eau, mais qui vont simplement échanger la chaleur avec le sous-sol par conduction. En fait, ce sont des boucles fermées. Dans un trou, il y a un tuyau qui descend et qui fait un U en bas et qui remonte et dans lequel on fait circuler l'eau euh, et qui n'échange pas donc de matière avec le sous-sol. L'avantage principal, c'est que cette manière d'échanger est très universelle, peu importe le type de roche. Elles ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques thermiques, donc de conductivité et de capacité thermique. Bon, en tout cas, c'est dans des pourcentages de variation qui sont de 10, 15, 20%.
En revanche, c'est moins efficace. La chaleur doit conduire à travers la gaine de polyéthylène, le ciment, parce que l'ensemble du puits ensuite est cimenté pour assurer l'intégrité du forage et éviter de faire circuler de l'eau et les éléments entre les différentes couches qu'on a traversées, puis aller rejoindre la roche. Et comme on sait, je parlais des châteaux tout à l'heure avec les gros murs épais, ou alors les terriers des lapins sous terre, la roche, soit un matériau très inerte, la chaleur se déplace pas très, très facilement dedans, les conductivités thermiques sont pas forcément excellentes. Euh, et donc l'autre système sur la droite ici, la nappe, dans ce cas-là, on s'intéresse réellement à l'eau qui est dans les roches. Les roches sont toutes des matériaux poreux, comme des éponges, avec des trous qui sont plus ou moins connectés. C'est la perméabilité, la facilité que l'eau a à se déplacer au sein de la roche d'un trou à un autre. Et là, en revanche, la perméabilité des roches est très différente et d'un argile ou d'un granit à des calcaires fracturés ou des sables, la perméabilité, qui est donc ce paramètre qui définit si l'eau circule bien ou pas, c'est 1 pour 1 million. Je parlais de quelques vingtaines de pourcents sur les capacités thermiques et conductivité thermique. Ici, c'est 1 pour 1 million sur la facilité que l'eau a à se déplacer. Donc, pour le coup, on n'en fait pas partout, simplement là où c'est intéressant. Il y a beaucoup d'endroits où c'est très intéressant. Et dans ce cas-là, il suffit de 2 forages, un dans lequel on vient aspirer l'eau du sous-sol et un deuxième dans lequel on vient recharger l'eau qu'on a réchauffée ou refroidie en fonction de ce qu'on a fait en surface, en fonction de si on injecte des calories ou si on prélève des calories, dans un deuxième forage un petit peu plus long. Voilà sur le principe. Ensuite, comment est-ce qu'on fait un dimensionnement? Eh bien, on va modéliser tous ces systèmes, des systèmes fermés avec l'enjeu de la conduction de la chaleur et la capacité calorifique des roches, ou alors un système ouvert dans lequel on va rajouter un flux d'eau. Et puis on va modéliser le système, modéliser le bâtiment, le capteur, s'il y a de la recharge, s'il y a du captage solaire, et ainsi de suite, les besoins, et voir comment est-ce que dans le temps, la température qui va circuler dans notre échangeur géothermique, la température des roches et de l'eau autour de ces échangeurs va évoluer. Et c'est ce qui va permettre de faire le dimensionnement du système ensuite. On en vient maintenant à notre sujet du stockage, où en fait, nous on aime bien parler de géostockage, stockage dans la roche, stockage sous nos pieds, et qui en fait est une excellente solution pour nos deux filières du solaire thermique et de la géothermie, parce que ça résout les problèmes de chacun des deux. J'ai parfois parlé d'échangeurs géothermiques ou parfois de capteurs géothermiques. C'est vrai que parce que nos bâtiments ont globalement des besoins de chaud, quand on installe de la tuyauterie en sous-sol, c'est généralement pour capter du chaud et fournir à la pompe à chaleur, ou fournir au réseau de chaleur, ou fournir à la turbine la chaleur qu'il lui faut pour faire son travail et délivrer du chaud ou délivrer de l'électricité en surface. Eh bien, en captant du chaud, on refroidit le sous-sol. On renvoie de l'eau froide, soit dans le deuxième puits quand c'est une nappe, soit dans le même puits, et puis on refroidit notre source quand c'est une sonde. Mais donc, il faut faire attention à la température et à l'évolution de la température dans le sous-sol, parce qu'on va forcément le refroidir. Est-ce que ça va nous gêner, oui ou non? Ça dépend du type de capteur, ça dépend des roches, ça dépend de leur conductivité, de la facilité que l'eau se déplace dans le sous-sol. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Et très généralement, dans les systèmes fermés, dans les sondes géothermiques, quand on vient toucher à l'inertie de la roche, eh bien, la chaleur se déplace très, très mal, se déplaçant très mal. Quand on met du froid dans le sous-sol, puisqu'on capte du chaud, eh bien, on refroidit notre système. On le sait, c'est la base de notre dimensionnement. On va faire un champ de sonde plus gros pour pouvoir avoir accès à un volume de roche et donc à une source de chaleur plus grande et dissiper le froid dans un volume plus grand. En tout cas, c'est un postulat, c'est comme ça qu'on base nos dimensionnements. Côté solaire, eh ben, j'enfonce des portes ouvertes, et excusez-moi, mais la chaleur, elle est disponible quand elle est disponible, quand le soleil est là, et sans synchronisation
avec les besoins dans le bâtiment. Euh, et je mets là les deux courbes qu'on va permettre de mettre ensemble et les deux problèmes qu'on résout en faisant ça. À gauche, le résultat d'un dimensionnement d'un champ de sonde géothermique. On rentrera dans le détail, si vous voulez, des valeurs qu'on suit ici, mais grosso modo, sont les températures de l'eau qui circule dans le champ de sonde, dans notre échangeur géothermique fermé. Et on voit que la température diminue dans le temps. Ici, la température en degrés euh, et la durée en années ici, une modélisation classique de plusieurs dizaines d'années pour voir comment est-ce que le système va se comporter. Et c'est tout à fait naturel. On prélève de la chaleur dans le sous-sol, nos roches dissipent mal la chaleur, on refroidit le système. Très bien, c'est comme ça qu'on fait notre dimensionnement, mais c'est ennuyeux. Et à droite, les mêmes courbes que présentait Philippe tout à l'heure, mais d'un point de vue plus d'un point de vue journalier, mais d'un point de vue annuel, parce que avec l'inertie de la roche, ces systèmes-là vont pouvoir résoudre le problème, pas journalier et très réactif, de stocker dans de l'eau dans un ballon qui soit en chaufferie, enterré, semi-enterré ou dans un tank. Ici, on est sur un volume tout de suite beaucoup plus grand, sur des temps d'échange qui sont plus longs parce qu'on parle de la conductivité de la chaleur dans la roche. Et donc, ça répond à des enjeux intersaisonniers de récupérer de la chaleur quand elle est massive ici en été et qu'elle est peu utilisée et de pouvoir la restituer en hiver là. Ces petites courbes, c'est les mêmes que, enfin, exactement les besoins de stockage et besoins de sources dont parlait, de production dont parlait Philippe tout à l'heure, mais sur un sujet sur le cycle annuel. Et en faisant ça, en récupérant de la chaleur dans un panneau solaire et en l'intégrant à un système de captage géothermique, cette courbe classique qui descend naturellement, et c'est notre quotidien, nous, géothermiciens, on arrive à la remonter. On arrive à la remonter, on arrive à remettre de la chaleur dans le sous-sol. Ici, on suit la température dans un champ de sonde géothermique pour un bâtiment ayant des besoins de chaud. En bleu, c'est le bâtiment avec sa pompe à chaleur et son capteur géothermique. Il est correctement dimensionné. On part de la quinzaine de degrés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On diminue, très bien. Euh, on pourrait diminuer moins en mettant plus de sondes, mais ça coûterait plus cher. Bon, c'est pas dramatique d'arriver à ces températures dans 20 ans, c'est tout à fait raisonnable. On suit tout ça, une température dans le sous-sol, ça va se traduire en performance de la pompe à chaleur qui a sa source dans le sous-sol et qui va délivrer toujours à la même température dans le bâtiment, qui diminue légèrement de quelques 0 points, quelque chose de COP. Si on remet de la chaleur dans le sous-sol, en été, on est plus passif, on est actif, on capte le solaire, on fait circuler l'eau des capteurs solaires dans le sous-sol, regagner les quelques degrés qu'on avait, et on régénère comme ça la chaleur et la source de notre sous-sol. Et en faisant ça, on maintient la température dans le temps, on maintient la performance dans le temps. C'est intéressant pour donc maintenir cette performance, mais surtout, ça permet en fait de réduire l'emprise du champ de sonde, de faire moins de sondes, moins d'échangeurs géothermiques pour un même besoin. Donc, on utilise cette capacité thermique des roches le capteur géothermique n'est plus un capteur, mais devient un échangeur. En rajoutant donc cette corde à l'arc des géothermies, je me suis permis de reprendre ici le graphe d'un adhérent AGES qui développe des sujets, on en parlera juste après dans les exemples, des sujets de captage, de stockage géothermique, pardon. Et ce graphe enfin, ce schéma est dans le livret et il est bien expliqué. Vous pourrez le relire et avoir les explications là-dedans. Qu'est-ce qu'on reprend là-dedans? Les systèmes ouverts, les systèmes fermés, et puis en face, on va y mettre les systèmes de géothermie courante avec un sujet réglementaire qu'on ajoute et que je vais discuter à cette occasion-là.
tant qu'on exploite notre système géothermique sous certaines conditions qui sont la profondeur, jusqu'à 200 mètres de profondeur, les températures, on doit, dans un champ de sonde, faire circuler de l'eau à une température inférieure à 40 degrés. Dans un captage ouvert, une nappe phréatique, c'est jusqu'à 32 degrés de température max. Puis il y a des températures mines aussi, mais en nappe, c'est 0 degré, évidemment, il ne faut pas geler. En sonde, ça peut aller jusqu'à -3. On est dans un système qu'on appelle GMI, géothermie de minime importance, parce que dans ce cadre-là, si on ne va pas trop profond, qu'on n'a pas trop de puissance, 500 kW aujourd'hui, et ces températures, et qu'il n'y a pas de risque géologique détecté, on peut faire les travaux sous un mode déclaratif. Et ensuite, on fait une demande d'autorisation quand on dépasse un de ces critères. On rebascule dans ce qui s'appelle le code minier, mis en acronyme ici, et on devient déclaratif. Enfin, on devient en demande d'autorisation, excusez-moi. Et donc ça, c'est un peu les géothermies classiques, et ça se traduit en stockage. Plutôt que de faire que de prélever dans le sous-sol, on va aussi réinjecter. On va réinjecter en mode GMI, et c'est ce dont parlait Astrid tout à l'heure sur le fait de pouvoir l'utiliser. La réglementation n'est pas très claire aujourd'hui pour savoir si c'est effectivement de la GMI ou pas. Donc tous ces sujets de recharge, remettre des calories en été pour récupérer la chaleur originale dans le sous-sol, ou alors la dépasser et aller largement au-delà de ces températures de fonctionnement, enfin de ces températures de référence, et utiliser la roche comme un stockage pour aller au-delà de la température de fonctionnement. Donc on a vraiment cette notion basse température et haute température. Et je détaille ici ensuite trois exemples. Pareil, dans le livret, il y a plus de chiffres, et on a promis à FPG de travailler sur sur l'écriture de Rex pour augmenter tout ça, toute la base de connaissances. Ici, un exemple de stockage basse température sur sonde géothermique, où on combine un champ de sonde géothermique verticale, c'est cet acronyme SGV ici, 5200 mètres, donc c'est un échangeur assez conséquent, et 265 mètres carrés de solaire thermique, basse température, comme vous avez la photo ici. Ce qui est classiquement utilisé pour du chauffage de piscine, très bien adapté sur cet échangeur géothermique sur sonde en GMI, parce que il produit de l'eau à 30-35 degrés dans ses régimes de production max en été, et qui correspond à la limite, enfin qui est en dessous de la limite haute d'usage de l'échangeur géothermique selon la GMI à 40 degrés. Donc on peut faire circuler directement. Alors évidemment, il y a une 23 voies mélangeuse en cas d'éventuelle température qui augmenterait, mais c'est ce qui permet de pas surbooster le système de captage solaire, et de le mettre en adéquation avec la manière dont on a dimensionné, et dont le sous-sol est fait. Et donc ce système-là permet de réduire le nombre de sondes sans solaire thermique, pour subvenir aux mêmes besoins de ce bâtiment qui est très énergivore, un complexe sportif, il y a deux piscines, il y a un restaurant, il y a pas mal de besoins, 500 bouches par jour, donc c'est un gros volume d'eau chaude à produire. On aurait dû faire un captage géothermique plus grand, et économiquement, et sur la place, ça ne tenait plus. Donc cet équilibre entre géothermie et solaire a été très bien. Enfin, c'est une très bonne réponse technique et économique sur le projet. Le stockage à proprement parler, précédemment, on peut plutôt parler de recharge thermique. Ici, stockage, si on va déplacer maintenant la température de référence, on ne tourne plus autour de notre température de sous-sol, mais on va vraiment l'amener au-dessus. C'est l'exemple d'AB Solar, qui est donc une société d'Hervé Lautrette, qui a pas mal écrit aussi sur ce livret, donc on remercie.
avec un premier cas à Cadojac, à côté de Bordeaux, où ça c'est du solaire thermique, hein, des panneaux solaires thermiques haute température qui permettent de faire de l'eau chaude à 80 degrés, qui va circuler dans un champ de sonde, donc pareil, dans euh, les mêmes systèmes de forage avec les tuyaux de boucles fermées et qui vont réchauffer par conduction les roches autour et qui surchauffe ces roches-là à 60-70 degrés en fin d'été pour pouvoir reproduire cette température en hiver ensuite pour faire le chauffage. C'est lié à un lotissement et avec quelques maisons individuelles, une vingtaine, il me semble, de mémoire, maisons individuelles qui sont chauffées grâce à ça. On a d'autres exemples. En France, c'est très récent, donc c'est à ma connaissance le premier dans ce genre. Il y en a très connu au Canada, Drake Landing, donc les références de mémoire sont dans le livret, et vous pourrez vous y référer. Sur Naples, c'est encore moins mûr. Pour le coup, ce sont les Hollandais, les Néerlandais qui sont très en avance là-dessus. Il y a quelques contraintes sur le sous-sol. Il faut forcément une haute perméabilité parce qu'on va s'intéresser à l'eau de la nappe, donc il faut que l'eau circule. Mais à côté de ça, il faut un faible écoulement de la nappe. C'est-à-dire que l'eau dans le sous-sol, d'elle-même, comme une rivière en surface, elle s'écoule parce qu'il y a une pente, il y a un gradient hydraulique qui fait que ça s'écoule. Donc, si vous envoyez dans l'eau du sous-sol de la chaleur en été, si ça s'est écoulé, bah, l'hiver suivant, vous l'avez perdu. Le nuage de chaud s'est décalé, a été dissipé, décalé par l'écoulement global de la nappe. Et dans les Pays-Bas, avec les centaines et centaines de kilomètres de sable qu'ils ont dans le sous-sol et que c'est relativement plat, c'est pareil en sous-sol, il y a beaucoup moins d'écoulement, il y a beaucoup moins de gradients. Et pourtant, quand c'est du sable, en fait, il y a beaucoup d'eau dedans et c'est facilement extractible. Enfin, ouais. Et donc là, le système de géothermie sur nappe, un puits on aspire de l'eau, un puits on le réinjecte, et en été, s'il y a des besoins de climatisation ou alors s'il y a du captage solaire, on vient aller charger un des puits en renvoyant de la chaleur dedans. Et à l'hiver suivant, on va inverser l'écoulement. On va puiser dans le forage où on a envoyé de la chaleur en été et on puise dedans en hiver, donc avec une source qui est plus chaude de quelques degrés et qui rend la production de chaleur, soit directe, soit par pompe à chaleur, plus efficace parce qu'il y a une source qui est déjà plus élevée. Euh, En France, on commence à avoir un système. Il y en a un sur le siège d'Engie dans le nord du 92 qui est mis en route ces temps-ci. Et donc, dans un an ou deux, on commencera à avoir des Rex intéressants à raconter là-dessus, mais c'est encore, enfin, chez nous en France, on est encore un peu plus jeune sur ces systèmes. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Et voici pour ma présentation. Edwige, je te relaisse la main sur la suite, sur les dernières slides. Oui, merci beaucoup. Je pense on a bien compris tous les enjeux du stockage et différentes technologies et également de la complémentarité qui peut justement se développer entre le solaire et la géothermie sous différentes formes. On en a vu quelques exemples ici, mais c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs moyens de voir la chose de manière technique et même économique. Et donc, par rapport à ça, effectivement, la prochaine étape, c'est de travailler un peu plus finement sur justement les couplages entre le solaire thermique et la géothermie. Donc, on va constituer prochainement un groupe de travail. Si parmi vous, certaines personnes souhaitent contribuer à ces travaux, ont du retour d'expérience
qu'elle souhaite valoriser, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur le PowerPoint. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le même principe que sur le livret stockage qui vient de paraître. Réaliser un inventaire, recueillir du REX et puis ensuite réaliser un livret en s'appuyant sur ces REX pour présenter les couplages qu'on a pu documenter à la fois technologiquement et économiquement. Et puis, voilà, voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre en avant dans le but de générer et de développer dans le futur encore plus d'installations sur cette typologie de couplage avec le solaire, la géothermie et le stockage. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je vous laisse la parole en ce qui concerne les participants. Alors, vous pouvez écrire dans le chat ou sinon demander la parole et je peux vous activer le micro. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Levez la main ou d'écrire. Ah. Alors, je laisse la parole à Nicolas Ferrand. Autorisez le micro. Normalement, vous pouvez parler. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question. Le stockage aujourd'hui, donc là, c'était surtout sur la partie solaire, mais on voit qu'on a certaines installations en France qui commencent à avoir aussi le stockage multi-énergie. Je pense à du couplage le plus souvent entre solaire thermique et bois énergie, donc de mutualiser le stockage. Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus? Parce que sur côté bois énergie, je sais que le CIB a un peu travaillé sur les stockages, mais je trouvais que de façon générale, les bureaux d'études sont assez légers sur la partie gestion et pilotage de tout ce qui est stockage. Donc, je voulais savoir si vous aviez aussi travaillé un petit peu sur cette partie mutualisation du stockage entre énergie. On avait fait des travaux avec le CIB il y a quelques années pour présenter également les mutualisations entre le stockage avec la biomasse et le solaire thermique. Sur ce livret particulièrement, le CIB n'a pas participé aux travaux. Certains des stockages qui ont été présentés sont tout à fait mutualisables avec de la biomasse. Je pourrais laisser Philippe compléter là-dessus. Mais après, nous, on est vraiment ouvert à rajouter du retour d'expérience. Donc, si vous avez, vous, de votre côté, des informations voilà, on peut en parler. Et le livret, il est vivant et il pourra s'enrichir dans le futur aussi. C'est juste pour dire il y avait eu il y a enfin peut-être un an ou un an et demi, un groupe de travail côté CIB spécialisé sur le stockage et ils ont sorti un petit livret. Donc il y a peut-être une mutualisation ou au moins un Oui, échange de connaissances entre les deux à réaliser. d'accord, ben, je vais me rapprocher de lui aussi. Merci. Oui, pour compléter, merci de l'information. On s'est volontairement limité sur les technologies de stockage. Alors, typiquement, l'exemple Biomax cuve d'eau sous pression, c'est lié à de la biomasse et pas à du solaire. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous que la maîtrise des pilotages des stockages n'est pas encore quelque chose qui est diffusé très largement. Mais mutualisation d'un stockage entre du solaire thermique et de la biomasse, c'est tout à fait possible. Il y a des règles à respecter parce que notamment il va pas falloir tuer le solaire thermique avec une monopolisation du stockage par la biomasse. Donc il va falloir trouver des compromis, mais c'est complètement envisageable tout à fait. Mais on va rester pour le moment majoritairement sur des stockages relativement court terme, cuves d'eau à pression atmosphérique ou cuves d'eau sous pression.
Merci en tout cas. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question. Quel type de capteur solaire pour Tiverval? Des capteurs solaires basse température, type moquette solaire, je sais pas trop comment vous les appelez dans votre jargon, mais c'est des capteurs souples en PE, diamètre 6 mm, tout collé, qui sont très bien adaptés au régime de température du sous-sol. Oui, ce sont Donc, des capteurs effectivement, solaires sans vitrage qu'on appelle aussi capteurs moquette. Ouais, c'est ça, type Favco, Heliopac, pour citer quelques fabricants. Et en fait, ça permet de jongler, de les utiliser en source pour la pompe à chaleur branchée sur l'évaporateur, comme enfin, du Heliopac classique, ou alors envoyer la production solaire directement dans le champ de sonde, ou combiner les deux. Enfin, on peut, c'est très facile à intégrer thermiquement, vu que c'est des régimes de température qui sont cohérents. Et en Merci. revanche, sur le système à Cadojac de stockage haute température, là, c'est du solaire vitré haute température. Alors, on a une autre question. Quel logiciel de modélisation du sous-sol utiliser pour les champs de stockage sur sonde? Il y a pas mal d'outils, EED, PILSIM sont des outils assez simplifiés. On peut complexifier les systèmes et la modélisation avec TRN6. Il y a des outils, enfin, qui est un outil classique du bâtiment quand même. Il y a des outils de purement modélisation de sous-sol, comme Sol et Fiflo. Voilà, le catalogue est assez large en fonction de ce qu'on veut, entre la solution analytique assez simplifiée ou les systèmes sous-sol comme Fiflo, comme Sol, qui permettent aussi d'intégrer les écoulements d'eau dans le sous-sol et des topologies un petit peu particulières. Voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a pas mal d'outils différents. Et une autre question, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de simuler solaire et géothermie? Et j'ai pas compris la question. Il existe un Ah outil oui. qui permet de simuler à la fois solaire et géothermie, RN6 peut-être. Ouais, TRN6 absolument. Bon, je peux parler pour ma paroisse parce que j'ai aussi une casquette Accentin de l'entreprise, mais nous, on a développé nos outils. Donc, ça se fait. Mais il me semble que les outils assez classiques, même comme EED ou PILSIM, permettent de le faire. Et en fait, un fichier de puissance solaire de PVGIS qui permet d'avoir une énergie une puissance et une énergie au pas de temps horaire vient aller s'intégrer directement dans une modélisation sous-sol. C'est comme s'il y avait un besoin négatif et qui permet d'aller enfin, à capter à stocker dans le sous-sol. Parce que la ouais. modélisation dans le sous-sol, c'est une modélisation thermique, que ça soit de l'extraction ou de l'injection, c'est un signe plus, un signe moins dans la puissance et dans l'énergie échangée. Ça se bidouille bien avec du Excel et des outils existants sur le sous-sol. Ouais, avec des petits bémols quand même que la température au niveau du capteur va être Oui, influée par la température du sous-sol, donc on a un oui, système qui boucle. oui, Et effectivement, des outils généraux solaires thermiques et géothermie, je n'en connais pas à ma connaissance. Par contre, après, on arrive sur des outils un petit peu plus spécifiques comme Transys, où là, on va pouvoir avoir vraiment une grande panoplie de systèmes modélisés. oui. Au,
au prix d'un travail intellectuel, dans Oui, un premier temps, de prise en main de l'outil qui est pas trivial. absolument. J'ai mis dans la conversation le lien vers le livret stockage qui vient d'être présenté. Et il est en accès libre sur le site Socol. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je n'en vois pas. Pardon. Je vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si parmi les intervenants, quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, compléter un petit mot. Ah, j'ai une autre question. Un bureau d'études fluides classique peut-il dimensionner un stockage? Est-ce que des qualifications existent, des formations existent-elles? La question est générique sur tous les stockages ou sur la géo. Philippe, tu prends la partie sur les stockages que tu as présentés, moi sur les miens. Oui, bah, sur les stockages cuves d'eau, je pense que n'importe quel bureau d'études peut les dimensionner correctement. Il faut vraiment avoir une des données d'entrée essentielles, c'est les profils de charge, profils de consommation. C'est eux qui vont permettre d'avoir une grosse partie de données d'entrée. Dès qu'on va travailler sur du PIT, donc du stockage en fosse, là, il y a intérêt de passer en modélisation dynamique, ça c'est clair. Et on revient toujours à l'outil Transys où il y a différents modèles qui permettent de simuler des stockages en fosse. Et on va avoir toute la partie dynamique à gérer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça c'est pour la partie conception, enfin la partie dimensionnement. Sur la partie conception technologique du stockage en fosse, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde, enfin, il n'y a personne qui en a réalisé en France. Donc, il y a vraiment intérêt de se faire accompagner d'acteurs danois, notamment, qui ont un retour d'expérience important de façon à avoir cette montée en compétences sur le territoire. C'est notamment le cas de Newit dans ses programmes européens, dans ses participations à certaines tâches AIE, où ils s'imprègnent de la connaissance, où ils font appel à des prestataires danois pour avancer sur la montée en compétences côté français. Et dans le sous-sol, oui, il y a besoin de formation et de qualification. Même si les systèmes fermés sont qu'un système de tuyauterie que des thermiciens gèrent bien, il faut être accompagné par un BE spécialisé dans le sous-sol. Il y a deux qualifications au PQI-BI 10.07 et 20.13 qui sont nécessaires pour dimensionner un échangeur géothermique. Il y a des formations proposées par la FPG, le BRGM et d'autres là-dessus. Enfin, l'annuaire des entreprises au PQI-BI est disponible sur le site web, donc sur la partie sous-sol. On pourra vous accompagner. Pour la partie solaire, il y a eu un complément dans le chat. Effectivement, dans la formation de l'INES pour les réseaux de chaleur, les grandes installations, on a cette partie-là qui est évoquée. Par contre, pour le solaire, il n'y a pas de qualification spécifique concernant le stockage. Donc, parce que je crois que il y a une différence en géologie
Ah, on a perdu Edwige. On a perdu Edwige. T'es remis entre la 17 et la 20. Vous m'entendez? On t'a Ouais, ça perdu y est, ça a Edwige. coupé. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui. Ah d'accord, mais moi je vous entendais. Oui, je disais que pour le solaire, on n'a pas de qualification spécifique pour le stockage. En fait, pour les bureaux d'études, il n'y a qu'une qualification. Euh, donc pour l'ingénierie, c'est la 2014. Euh, du coup, oui, il n'y a rien de spécifique au stockage thermique en fait pour le solaire. Ça fait Ouais. partie des sujets qui sont abordés, mais c'est pas spécifique au stockage. Oui, Ouais, je me permets également d'ajouter que donc sur la formation INES là, qui est organisée normalement début juin au Bourget du Lac, on a décidé pour l'année prochaine d'ouvrir également une session qui sera probablement du 24 au 26 novembre à Paris. Voilà, pour essayer de, de pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à cette formation et puis d'avoir une localisation qui est plus arrangeante pour un certain nombre de personnes. Voilà. Donc ça devrait être bientôt, prochainement sur le site de l'INES. 24-26 novembre 2026. 2026, oui. merci pour la précision. Il y avait une autre question également je pense, qui est plus pour Astrid. Quelle probabilité pour que le régime déclaratif de la GMI évolue et permette d'injecter à plus de 40 degrés à chaleur sur les sondes? Alors, pour être franche, j'ai pas participé aux derniers échanges entre la DGPR, DGEC et les professionnels, mais je pense que pour rester dans le régime déclaratif du stockage de minime importance, il faudra certainement cette histoire de température, il faudra rester en dessous des 40 degrés. Sinon, on basculera en régime d'autorisation. Je dis pas de bêtises, Quentin. Ouais, je confirme ce que tu dis, Astrid. Il y a très peu de, enfin, la probabilité est quasi nulle que ça change. Ça a jamais été une demande de la filière. Euh, euh, il faut assurer qu'il n'y ait pas de dégradation D'impact, oui. environnementale, de régression environnementale à l'occasion de nouveaux décrets et en particulier celui-là. Donc, on est resté derrière le garde-fou de la température pour justifier de tous nos sujets de stockage et de puissance d'échange. Et donc, le critère de la température sera pas touché. Il restera le même. Merci à tous les deux. Il y a une dernière question, parce qu'on approche la fin de notre webinaire. Pour les stockages utilisant l'eau, la stratification étant primordiale pour valoriser l'énergie à une température maximale, vers quel fabricant entreprise se tourner qui maîtriserait correctement ce sujet? Je sais pas si la question est claire. Oui, la question est claire, mais j'ai pas de réponse précise à donner. Bon, il y a certains savoir-faire sur les diffuseurs, mais qui sont pas forcément, c'est en général de la fabrication spéciale. Mais il y a quelques éléments de cahier des charges qui peuvent être donnés avec plutôt des disques diffuseurs plutôt que des jets. Le but du jeu, c'est d'arriver. La stratification, elle sera maintenue si on arrive dans le stockage avec une vitesse quasiment nulle du fluide, pour éviter l'effet de jet qui, lui, va perturber la stratification. Donc, un dispositif type double disque dans lequel le jet arrive et qui va se diffuser sur la périphérie du disque va répondre à ces critères. Mais effectivement, c'est souvent des exigences complémentaires à mettre en œuvre au niveau de la fabrication des stockages en cubes. Et je ne sais pas si les fabricants de stockage d'eau en cuve non pressurisée, c'est quelque chose qu'ils ont couramment au catalogue ou s'il faut leur spécifier.
Ouais, je pense que d'expérience, parce qu'en fait, enfin, même un ballon d'eau chaude dans une chaufferie, c'est tout ce que tu dis, Philippe, c'est complètement valable. Même s'il n'y a pas de solaire, même si c'est juste, enfin, avec les pompes à chaleur, on a très Ouais. souvent un ballon parce que pour régler les problèmes de court cycle. Et ce problème de stratification, même dans un ballon de 5 mètres cubes, ça nous intéresse. Et dans ce cas-là, il faut les questionner, les challenger sur des cannes d'injection, sur tout ce qui Voilà. permet de casser la vitesse à l'entrée Mm. dans la cuve. Ouais, complètement. Mais j'ai l'impression que c'est pas très standard. Non, non, tout à fait, c'est pas standard. Effectivement, tu as aussi les cannes d'injection qui vont être sur le même principe. C'est une diffusion. Le principe de base à retenir, c'est une très faible vitesse d'injection du fluide. Donc, si on a 2 mètres cubes qui arrivent par un diamètre 30, eh ben, on a obligatoirement un jet. Donc, il faut un dispositif complémentaire pour éviter qu'on ait ce jet. Merci beaucoup. Il est 11 heures, donc on a fait le tour, je pense, en tout cas, pour cette première diffusion des éléments du livret. Merci beaucoup euh, à vous, intervenants. Merci aux participants. Le replay et les éléments de présentation seront disponibles sur la partie membre du site Socol. Euh, alors, il reste une question, je ne sais pas si on a le temps. S'il existe un cahier des charges type disponible pour le stockage thermique en cuve et en géostockage. Nous, on n'a pas de Non. cahier des charges type. Non plus. Non, À côté pas ADEME. pour l'instant. Pas pour l'instant. Euh, Merci. Et puis, ben, de toute façon, si vous voulez vous tenir informé des prochains travaux qui vont continuer dans les prochains mois, n'hésitez pas si c'est pas encore fait, à vous abonner à la news Socol. Et puis, en tout cas, encore une fois, si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter. Merci, bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.